Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une sensation que décrivent très bien nos sources. C'est l'impression d'avoir une radio allumée en permanence dans la tête. Un bruit de fond qui ne s'arrête jamais. Exactement. Comme si on pilotait un moteur surpuissant, mais sans aucun mode d'emploi. Notre mission, c'est de décortiquer ce phénomène, souvent lié au profil HPI, TDAH ou hypersensible, et de voir s'il existe des stratégies pour enfin baisser un peu le volume. Oui, pour reprendre un peu le contrôle. Pour commencer, il y a un concept qui revient partout. La pensée en arborescence. Ça a l'air d'être la clé de tout. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement par rapport à une pensée plus classique? Alors, c'est une différence de structure qui est fondamentale. La pensée linéaire, c'est séquentiel. Une idée A mène à une idée B qui mène à une idée C. C'est un chemin bien droit. D'accord. La pensée en arborescence, c'est une explosion. Une idée centrale, le tronc, va faire naître simultanément une multitude de branches, d'associations, qui elles-mêmes se ramifient. Attendez, simultanément. C'est ça qui est difficile à imaginer. Si on reprend l'exemple de la pomme qu'on trouve dans les sources, Oui, ça veut dire qu'il n'y a aucune hiérarchie? Que l'idée de la tarte de ma grand-mère a le même poids, entre guillemets, que la loi de la gravité de Newton à ce premier instant? c'est un excellent point et c'est précisément là que réside à la fois le génie et le chaos. Ah oui. Dans cette première microseconde, tout arrive en même temps. Newton, Blanche-Neige, Lamarck Apple, le cidre normand. La créativité vient de ces connexions inattendues. Mais l'anxiété et la difficulté à structurer une réponse simple, ça vient aussi de là. Comment on résume une explosion? Je vois. Et j'imagine que faire tourner un moteur pareil en permanence, ça a un coût énergétique qui est colossal. Un coût immense, oui. Mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. Les sources pointent vers un phénomène fascinant, ce qu'on appelle le burn-out neuroatypique. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est le terme de camouflage social. Si je comprends bien, l'épuisement ne viendrait pas tant du fait que le cerveau tourne à plein régime, mais de l'énergie qu'on dépense à faire semblant qu'il ne le fait pas. C'est ça le vrai coup caché? C'est exactement le paradoxe. L'énergie n'est pas tant dépensée à penser qu'à traduire cette pensée arborescente en un discours linéaire, socialement acceptable, à filtrer, à inhiber. C'est un effort d'acteur permanent. Waouh! Et si on ajoute à ça l'hyperfocalisation, cette tendance à s'oublier dans une tâche, on obtient un effondrement qui est quasi certain. Cet épuisement doit avoir des conséquences sur tout, j'imagine, à commencer par le sommeil. Les sources en parlent. Elles le décrivent comme le second front de la bataille. La nuit, le silence extérieur laisse un champ immense au bruit intérieur, aux ruminations. Et on observe aussi un comportement très parlant, la Revenge Bedtime Procrastination. C'est-à-dire? En fait, on repousse l'heure du coucher. Pas par envie de faire la fête, mais pour s'octroyer un moment de contrôle, un espace de liberté après une journée passée à se conformer. C'est une reconquête de soi qui se fait au détriment du repos. D'accord. Donc on a ce moteur qui surchauffe et un sommeil qui ne répare plus. Puisqu'il n'y a pas de bouton off, comment on reprend le contrôle? Quelles sont les pistes concrètes? La stratégie centrale qui émerge, c'est d'externaliser pour apaiser. Il faut sortir les pensées de la tête. Pour ça, 2 outils sont particulièrement pertinents. Le premier, c'est le mind mapping ou la carte mentale. D'accord. C'est une méthode de prise de notes qui imite la pensée en arborescence. Une idée au centre et des branches qui partent dans toutes les directions. Donc c'est une façon de donner à ces pensées la forme qu'elles ont déjà dans la tête, plutôt que de les forcer dans une liste. C'est malin. Voilà. Ça libère une charge mentale énorme parce que le cerveau n'a plus peur d'oublier une idée. Le second outil, dans le même esprit, c'est le bullet journal, notamment avec son concept de brain dump. La décharge mentale. C'est ça, la décharge mentale. Il s'agit simplement de dédier une page à vider, sans aucun filtre, tout ce qui nous passe par la tête. Le simple fait de l'écrire désencombre l'esprit et du coup ça court-circuite les boucles de rumination. Alors qu'est-ce que tout ça signifie, au final? Quand on prend du recul, on a l'impression que la souffrance ne vient pas de la neuroatypie elle-même, de cette pensée foisonnante, mais du décalage constant avec un monde qui attend des réponses linéaires, prévisibles. Absolument. C'est une question d'interface, pas de système d'exploitation. C'est une parfaite synthèse. Il ne s'agit pas de se guérir, mais de se réconcilier avec son propre fonctionnement, d'arrêter de nager à contre-courant pour enfin apprendre à utiliser ce courant. Il s'agit de trouver son propre mode d'emploi. Oui, de trouver la bonne façon de naviguer. Et si on connecte ça à une vision plus large, ça soulève une question importante. Les sources montrent que des traits comme l'hyperopathie ou cette capacité à voir le système global sont des atouts incroyables en leadership.
Alors, la question n'est peut-être pas seulement comment ces cerveaux peuvent s'adapter à nos entreprises, mais plutôt que se passerait-il si nos entreprises commençaient, elles, à s'adapter pour enfin capitaliser sur leur vision unique du monde ?